parlait tout à l'heure dans le cortex visuel, hein, il y a une mémoire visuelle qui est stockée dans le cortex visuel, idem au niveau auditif, etc. Voilà. Toutes nos parties du cerveau ont des capacités de mémoriser en fonction de leur fonctionnalité. Alors donc, les 4 piliers de l'apprentissage qui sont basés sur tout ce qu'on a vu. Déjà, savoir que l'apprentissage, c'est un instinct de survie. L'enfant, il est mu par un instinct de survie d'apprendre le plus vite possible parce qu'en fait, le petit humain, il a pour objectif d'être rapidement autonome pour sa survie. De dépendre d'un adulte, évidemment, à un moment donné, on peut être en danger de survie. Donc en fait, c'est naturel pour l'enfant d'avoir envie d'apprendre et de savoir faire. C'est pour ça qu'il imite les adultes et qu'il essaye de répéter ce qu'il voit. Et c'est pour ça que l'attention conjointe est un excellent accélérateur parce qu'il va être attentif à ce que fait l'adulte et il va faire pareil. D'accord? Donc, vous êtes son modèle suprême. Même si vous dites qu'il ne faut pas faire quelque chose, si vous le faites, il le fera. Donc, souvent, on dit, voilà, si on veut que l'enfant aime lire, il faut montrer que nous aussi, on lit, des choses comme ça. C'est pour ça, lire les histoires avec lui, lui montrer que c'est un plaisir, etc. On ne peut pas enseigner à un enfant de faire des choses que nous, on ne fait jamais. Parce que son cerveau, il n'est pas idiot. Il va se dire, mais si l'adulte ne le fait jamais, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Dans la vie de tous les jours, d'adulte, il n'y a pas besoin. Donc, c'est pour ça, il faut être vigilant aussi quand on est tout le temps sur les écrans devant les enfants et qu'on veut leur limiter les temps d'écran. Bon, ils reçoivent un message paradoxal et eux, ils vont privilégier l'exemple que ce qu'on dit. Donc, ils se disent, si l'adulte est tout le temps devant un écran, c'est que pour la vie d'adulte, l'écran est nécessaire. L'écran doit être lié à la survie. Le cerveau de l'enfant, il fonctionne un peu comme ça. Bon, pour certains adultes, des fois, c'est un peu la survie. Et puis, alors, en plus, si c'est pour notre travail, évidemment, encore plus. Donc, si le cerveau de l'enfant n'apprend pas rapidement la réalité du monde dans lequel il vit, il est en danger. Donc, il est tout le temps dans l'envie de rechercher. On dit souvent, par exemple, les couteaux dangereux, on va dire à l'enfant, ah, touche pas le couteau. Mais s'il n'y a pas d'explication derrière, l'enfant il va se dire, oh là là, c'est qu'il y a un truc à comprendre avec le couteau. Donc, lui, ça va être plus fort que lui. Il va falloir qu'il comprenne pourquoi il ne faut pas toucher le couteau. Donc, il va aller toucher le couteau. Alors, si après, on conclut, il transgresse les règles, il nous provoque, on n'a pas bien compris en fait le fonctionnement du cerveau. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir pourquoi l'enfant va avoir envie d'y aller. Il vaut mieux aller montrer le couteau à l'enfant, mettre la pointe sur le doigt, montrer aïe, 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 ça fait mal, ça coupe, lui faire toucher doucement. Et il a compris, ça coupe, ça fait mal. Et il n'aura pas envie d'y aller en douce et se mettre en danger, du coup, en dehors de notre regard. Donc, il vaut mieux accompagner sa curiosité que juste d'interdire sans expliquer parce que c'est le meilleur moyen pour qu'il aille comprendre pourquoi on l'interdit. Son instinct donc, le pousse à apprendre vite. Donc, comme je disais, il y a 4 fonctions majeures qui accélèrent l'extraction d'informations de l'environnement. Donc, ce sont les 4 piliers. L'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation. Donc, on va voir ce que ça regroupe chacun d'entre eux et à quel point c'est intéressant dans les apprentissages d'y être attentif. Donc, le pilier numéro 1, c'est l'attention. Le cerveau est baigné dans un flot d'entrants sensoriels. Vous n'avez pas idée du nombre de choses qu'on voit en même temps, qu'on entend, qu'on ressent dans son corps, dans ses muscles, ses vêtements sur notre peau. Donc, l'enfant, il est baigné, mais nous aussi, dans une masse d'informations sensorielles impressionnantes. Si on ajoute en plus tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est les pensées qui nous passent par la tête en plus, on a énormément de choses à traiter. Et donc, si on n'a pas l'attention et le focus, comme le focus d'un appareil photo, c'est-à-dire on va vraiment mettre la netteté sur l'objet de l'apprentissage, eh bien, le cerveau, il ne peut pas être concentré à ce qui se passe et il ne peut pas apprendre correctement. Donc, pour apprendre, il va falloir savoir focaliser son attention sur l'élément à observer. Et pour ça, en fait, il va falloir que les aires sensorielles fassent quelque chose qui est incroyable. Vraiment, quand on a découvert ça en neurosciences, c'est vraiment incroyable. Elles vont amplifier les neurones qui vont être en train de capter
les informations de l'objet qu'on étudie. Et les neurones qui entendent en fait les autres informations sensorielles, qui captent les autres informations, vont être inhibés par le cerveau. C'est comme ça qu'à l'âge adulte, par exemple, on est capable de se concentrer sur quelqu'un qui nous parle, même au milieu d'un vacarme autour de nous, parce qu'on va être hyper focus sur la parole de l'autre, ce qui va en fait activer encore plus le fonctionnement de ces neurones-là. Et tout le bruit environnement va être mis en sourdine naturellement par le cerveau. Il faut savoir qu'il y a des dysfonctionnements neurologiques, notamment dans l'autisme aussi, où cette capacité-là est difficile et n'est pas présente, et le cerveau reçoit tout en même temps et n'arrive pas justement à mettre en sourdine les choses, et donc ça rend l'attention et la concentration éprouvantes, fatigantes, parce qu'on n'arrive pas à mettre en sourdine ce qui est inutile sur le moment. Donc voilà ce qui se passe, hein, les neurones qui vont servir à analyser la situation d'apprentissage vont être nettement plus en avant et les autres vont être en sourdine. Alors là, j'ai mis gros et petit, mais en fait, ça veut dire qu'il y a des neurones qui vont lui demander d'arrêter de fonctionner. Comme ça, on entend beaucoup moins ce qui n'est pas nécessaire d'écouter. Alors là, justement, cette attention va permettre de trier les informations, justement, en inhibant ce qui n'est pas nécessaire, en fait, d'écouter ou de recevoir, et en se focalisant donc sur l'élément, là, comme on voit cet enfant qui est hyper focus sur justement sa partie d'échec. Et donc, même s'il y avait des éléments perturbateurs autour, son cerveau donc les inhibe pour rester concentré. Là, on voit qu'il y a un grand intérêt puisque la concentration est présente, l'enfant est captivé par ce qu'il fait, et donc l'attention est présente et efficace. Pour réussir à obtenir l'attention d'un enfant pendant l'apprentissage, donc il faut qu'il y ait une alerte, c'est-à-dire quand est-ce que l'enfant va décider là d'être focus comme sur la photo? À quel moment il va se dire: «Tiens là, il faut que je sois focus parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse». Alors souvent ce qui marche, c'est la surprise ou aussi la survie. Tout à coup, il se passe quelque chose pour notre survie, là ça va se faire automatiquement. Évidemment, on va éviter d'être en situation de survie pour déclencher l'attention de l'enfant. Donc, on va être plutôt sur des effets de surprise, d'étonnement, d'émerveillement, de choses inattendues. Ça va vraiment alerter l'enfant qu'il y a quelque chose sur lequel on peut se focaliser parce qu'il y a quelque chose de nouveau et d'intéressant. Donc, il faut créer la surprise, l'intérêt. Hein, si on explique toujours la même chose avec un ronron quotidien, on va perdre l'attention de l'enfant. Tous ceux qui sont avec les enfants le savent très bien. C'est qu'à un moment donné, il faut créer un petit peps, et quelque chose d'étonnant, parce que le cerveau, une fois qu'il a compris, il se désintéresse, il passe à autre chose. Parce qu'il a envie d'apprendre. Donc si à un moment donné, c'est trop rébarbatif, il ne va plus être intéressé. Ensuite, il faut savoir sur quoi il faut être focalisé. Parce que, OK, il y a eu l'alerte, mais sur quoi je dois me focaliser? Il va falloir filtrer et voilà, savoir qu'on va se focaliser sur une chose à la fois, détail par détail. Donc ça va être important que visuellement, ça soit clair pour l'enfant sur quoi s'intéresser. On va éviter qu'il y ait trop d'informations visuelles au même endroit et on ne sait plus où donner de la tête dans l'apprentissage parce que oui, peut-être il y a plein de bazar qui n'est pas rangé ou des choses comme ça. On va éviter d'avoir trop d'entrants sensoriels qui vont perturber sur quoi il faut se concentrer. Ensuite, il va falloir mettre en œuvre un contrôle exécutif, c'est-à-dire comment je fais pour me concentrer. Donc, quel est le plan d'action, l'effort conscient que je dois faire? Ça nécessite la mémoire de travail parce que dès qu'on voit quelque chose de nouveau, c'est le cortex préfrontal qui va se pencher dessus et qui va essayer par l'effort de comprendre ce qui se passe, de mémoriser pour qu'ensuite ça passe en mémoire à long terme. Donc, il va falloir aider l'enfant aussi à organiser comment il va pouvoir être attentif. Est-ce que ça va être plus en étant dynamique? Est-ce que ça va être en mettant des couleurs? Enfin voilà, on va voir avec chaque enfant ce qui lui plaît et qui lui permette d'organiser son effort conscient pour que ce ne soit pas trop difficile non plus. Il faut savoir que le cerveau n'aime pas la contrainte. Donc, tout ce qui est nouveau va demander un effort. Donc, il faut faciliter cet effort.
par exemple, une classe trop décorée va distraire l'enfant et va l'empêcher d'être focus sur ce qui est le plus important. Si à un moment donné, ce que l'enseignant veut transmettre est trop répétitif ou que l'enfant peut-être n'a pas eu cette alerte de surprise, donc il n'a pas mis son focus sur l'enseignant, bon, il va être intéressé par ce qu'il y a sur les murs, etc. Alors là, on aura complètement perdu l'enfant. On voit beaucoup de classes justement qui se disent quand l'enfant est un peu rêveur, eh bien au moins il verra des choses intéressantes sur le mur. C'est vrai que ça peut être une option, mais en tout cas, ça ne va pas le rendre focus sur l'instituteur. Donc à ce moment-là, on est plus sur des approches individuelles que sur une approche magistrale. On verra justement cette histoire d'approche magistrale. Alors l'effort conscient, il est monotâche. Quand on fait un effort, c'est à la fois conscient, c'est le cortex préfrontal, et c'est monotâche. Alors quand on dit qu'on est capable d'être multitâche, c'est faux. On est capable d'être, en tout cas, de switcher d'une tâche à l'autre, mais on ne peut pas les faire en même temps. Notre mémoire de travail, elle enregistre pas des éléments de travail sur 2 choses différentes en même temps. Par contre, on va faire un coup une chose, un coup une autre, donc on va tout démarrer en même temps. Ça, c'est vrai, ça nous arrive souvent. On va démarrer plein de choses en même temps et on va switcher de l'une à l'autre. On est très inefficace quand on fait ça parce que comme la mémoire de travail ne dure que quelques secondes, quand on passe à la tâche numéro 2, la mémoire de travail, du coup, s'évanouit sur la tâche numéro 1. Et puis après, on passe à la tâche numéro 3. De nouveau, ça s'évanouit sur la tâche numéro 2. Quand on revient à la tâche numéro 1, on se dit, alors, j'en étais où? Donc, on doit recréer la mémoire de travail. Donc, en fait, si on ne s'était pas arrêté dans la tâche numéro 1, elle serait déjà finie. Donc, on perd beaucoup, beaucoup de temps à switcher d'une tâche à l'autre. Et en plus, ça fait une surcharge mentale. Donc, c'est important aussi que l'enfant puisse être concentré le temps qu'il a besoin sur l'expérimentation qu'il est en train de faire, qui l'intéresse parce que donc il est focus, qui sait sur quoi s'intéresser avec pas trop de dispersion autour et qu'on lui a donné une façon de s'organiser qui est propice à organiser l'effort conscient. Ça peut être installé d'une manière confortable, voilà, être un peu à l'écart peut-être du bruit. Enfin, pour chaque enfant, on peut trouver justement comment faciliter cet effort qui demande quand même beaucoup d'énergie. Ensuite, une fois que l'effort a été fait, eh bien, il va passer, s'il est répété suffisamment, dans l'apprentissage à long terme et donc le cortex préfrontal va être libéré pour un nouvel apprentissage. Donc c'est comme ça qu'on passe d'une tâche à une autre, mais qu'on ne mélange pas tout en même temps. L'humain est un être social, donc l'enfant va être plus attentif là où l'adulte est lui-même attentif. Donc c'est important, si on veut que l'enfant s'intéresse à quelque chose, eh bien, de montrer que nous aussi, on est intéressés par ça et donc de montrer notre engouement, ça va être aussi nécessaire puisque l'enfant va se fier à ce que fait l'adulte comme modèle pour avoir envie d'apprendre la même chose. Donc c'est pour ça que l'enfant va avoir besoin de la présence d'un adulte, surtout quand il est petit, et qu'on ne va pas lui dire: «Tiens, tu fais cette tâche-là, tu apprends ça de ton côté et puis moi je fais autre chose». À ce moment-là, l'enfant risque de perdre justement son attention puisqu'on n'est pas en attention conjointe dessus. Ce qui va être important aussi, c'est la curiosité. L'enfant est naturellement curieux, justement parce qu'il découvre le monde. Donc ça le pousse à sortir de sa zone de confort et à expérimenter des choses nouvelles. La découverte le réjouit et peut même déclencher le rire. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment en fait se déclenche le rire. Le rire, en fait, c'est une expression d'une surprise tellement forte qu'en fait, ça va nous faire rire. C'est en fait un événement qui arrive, qui est tellement à l'opposé d'un modèle mental qu'on s'était fait que ça nous fait exploser de rire. En fait, c'est la surprise que ce soit à l'envers de ce à quoi on s'attendait. Alors, plus il se passe quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et plus ça peut vous faire rire, même à l'âge adulte. Donc, par exemple, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout vont nous faire rire. Et l'enfant, c'est pareil. C'est-à-dire, il s'attendait à que quelque chose se passe et en fait, ça se passe complètement autrement, ça le fait éclater de rire. Il y a une petite vidéo pour ça qui est vraiment rigolote, où il y a des parents
qui demande en fait à l'enfant de tenir la main. Donc, l'enfant est entre ses 2 parents et il tient, la main de ses parents. Et puis il y a la maman, elle ouvre une bouteille d'eau et puis elle se met la bouteille d'eau sur le front comme ça. Et le papa, bon, il avait préparé le coup à l'avance, donc il se connecte, en se touchant la main et le papa, de l'autre côté, il fait jaillir le jet d'eau. Ce qui donne l'illusion que l'eau passe par, le front de la maman, passe par l'enfant et ressort par la bouche du papa. Au moment où l'eau sort de la bouche du papa, l'enfant éclate de rire parce qu'évidemment, ce n'est pas possible et sur un court instant, on a l'impression que c'est ça qui se passe. Et donc, c'est vraiment ça qui est intéressant et qui va, générer l'attention de l'enfant. C'est quand on fait vivre des expériences incroyables, et bien ça va se mémoriser naturellement, rapidement, à long terme, sans grand effort. Donc il faut réussir à trouver des éléments et surtout à suivre la curiosité de l'enfant. Dès qu'il est intéressé par quelque chose, c'est le moment en fait, de l'accompagner dedans, et de ne pas casser cette curiosité. Donc la surprise amplifie aussi les entrées sensorielles sur ce qui est en train de se passer et donc favorise, l'attention. Alors on peut maintenir la curiosité, si ce qu'on présente à l'enfant est suffisamment nouveau pour que ça attise sa curiosité, parce que quand c'est trop vu, ben, il s'en désintéresse, c'est ce qui est normal. Le cerveau est là pour, apprendre rapidement, donc il ne va pas rester longtemps sur les mêmes choses. Mais il faut que ce soit quand même suffisamment accessible pour que ça ne le décourage pas. Par exemple, s'il y a trop de choses nouvelles à apprendre d'un coup, le cortex préfrontal va être saturé et l'enfant va être démotivé. Donc, c'est un juste milieu entre que ce soit suffisamment nouveau, mais quand même pas trop nouveau, pas trop d'informations nouvelles en même temps. Sinon, il va s'en détourner également parce qu'il ne sera pas en capacité justement de comprendre l'événement. Donc, il faut fournir à l'enfant des éléments qui soient à hauteur de son développement. On parle, en termes un peu techniques, de la zone proximale de développement. C'est-à-dire que si on avait une barre qui permettait de mesurer, bah là, il en est à tel niveau de développement, bah, je vais proposer quelque chose qui est juste un tout petit peu au-dessus. Donc, quelque chose de nouveau, mais je ne vais pas proposer quelque chose qui est complètement hors de portée. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. Alors, l'engagement actif, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment ne pas être passif. Le cerveau, il n'apprend pas dans la passivité. Il a besoin d'expérimenter pour confronter ses modèles et son pré-câblage. Donc, il faut absolument qu'il le vive. Il a besoin d'un but aussi pour être motivé à apprendre. S'il sent que ce qu'on lui propose, il ne voit pas l'utilité, il ne comprend pas à quoi ça sert, il peut aussi s'en détourner et ne pas forcément avoir envie de l'expérimenter. C'est important pour apprendre de fournir un effort personnel, de tester, d'essayer, parce que si c'est juste quelque chose qu'on nous transmet oralement, on n'a pas on s'est pas engagé dans cette histoire et donc on n'en fait pas grand-chose au niveau du cerveau. Donc c'est important qu'il y ait une notion d'expérimentation. Quand l'enfant est plus grand, par exemple à l'adolescence ou même pour nous, on ne va pas forcément expérimenter ce qu'on apprend, surtout si, je ne sais pas, on apprend je sais pas, des notions très théoriques et qu'on doit juste restituer les choses. Ce qui va être intéressant pour être dans l'engagement actif, c'est d'amener les élèves à se poser des questions sur ce qu'on est en train de voir, à réfléchir, à confronter les idées, à se mettre en groupe de réflexion. Et là, comme ça, on ne va pas forcément être directement en train d'expérimenter ce qu'on apprend, ce n'est pas toujours possible, mais au moins, on va être actif dans la réflexion et ça améliorera l'apprentissage et ça évitera que la leçon s'évanouisse. L'approfondissement du sens et la compréhension par soi-même augmentent la mémorisation. C'est-à-dire si je fais un effort d'approfondir le sujet que j'étudie, que je cherche par moi-même, je vais apprendre beaucoup mieux que si on me donne tout cuit d'avance. Voilà, ça c'est vraiment important. L'expérimentation directe augmente l'apprentissage et c'est ça que je disais tout à l'heure, le cours magistral n'est pas efficace car il laisse l'enfant passif. Ça, c'est vraiment important à savoir. On sait maintenant que tout ce qu'on reçoit de manière passive, même à l'âge adulte, on n'enregistre que 10 à 20 grand maximum de ce qu'on reçoit quand on est passif. Si on l'a écrit en même temps qu'on l'écoute, déjà on retient un peu plus parce qu'on a été
engagé activement dans une restitution de ce qu'on entend, déjà, ça marche mieux. Mais honnêtement, il faut vraiment être impliqué dans ce qu'on apprend pour le mémoriser beaucoup plus facilement à long terme. Alors attention à ça, c'est important de laisser l'enfant expérimenter, mais il ne faut pas le laisser tout seul. Il y en a qui peuvent des fois se dire: «Bah, je vais laisser l'enfant tout expérimenter tout seul et son cerveau va donc se développer». Ça n'a pas montré de réelle plus-value par rapport à un accompagnement. Pourquoi? Parce qu'on a parlé que l'être humain est un être social et aime être en relation et en attention conjointe. Donc s'il est complètement tout seul, eh bien, il n'a pas ce retour d'expérience avec l'adulte. Il ne sait pas sur quoi être plus focus. Qu'est-ce qui est plus intéressant qu'autre chose? Et donc il peut un petit peu tourner en rond dans ses apprentissages. On a aussi le fait que l'humanité a développé énormément de nouvelles connaissances qui ne sont pas précablées et qui nécessitent une transmission de génération en génération. On ne peut pas demander à l'enfant de retrouver par lui-même comment créer un symbole mathématique, comment créer les symboles donc de la lecture, etc. Donc, ça va être important de l'accompagner simplement pour qu'il gagne un peu plus de temps et qu'il soit libéré pour d'autres apprentissages. Donc, la transmission va accélérer l'apprentissage, va permettre aussi d'éviter que les zones précablées soient complètement utilisées eh bien, aux actions prédéfinies au départ. Et après, il y aura moins de place quand on apprend par exemple la lecture tardivement. Eh bien, on a utilisé les aires de reconnaissance du visage beaucoup plus que quelqu'un qui a appris la lecture. C'est intéressant de savoir ça parce que, par exemple, les non-lecteurs ont une meilleure mémorisation des visages. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais c'est globalement parce qu'ils ont gardé les aires de reconnaissance du visage à cette fonction-là spécifique qui est naturelle au départ. Donc voilà, si on veut que l'enfant acquiert des compétences nouvelles non précablées, eh bien l'accompagnement va quand même être intéressant pour que dans les périodes sensibles avant 6 ans, eh bien, il développe déjà ces nouvelles compétences-là. Quelques rares enfants arrivent quand même à lire seuls par le global, ça arrive, hein, et n'ont pas forcément besoin d'accompagnement, mais c'est quand même pas la majorité. Les stratégies de déchiffrage sont meilleures lorsque les fondamentaux sont enseignés plutôt que quand on apprend vraiment tout seul. Alors le VACOG, qu'est-ce que c'est? C'est le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. On a remarqué de manière empirique, c'est-à-dire par l'expérience, que des personnes pouvaient apprendre mieux de manière visuelle ou de manière auditive. On n'a pas réussi à le démontrer, en fait, pour le moment scientifiquement. Parce que quand on analyse le fonctionnement des personnes qui se disent visuelles ou qui se disent auditives, etc., en fait, quand on regarde à l'IRM fonctionnel, donc c'est l'imagerie par résonance magnétique pendant que la personne est en action, eh bien, les zones cérébrales ne s'activent pas spécialement plus au niveau auditif que d'autres personnes qui se diraient visuelles. Elles n'ont pas le cortex visuel qui s'active plus. Donc, en fait, on n'a pas réussi à le détecter scientifiquement, mais je dirais que chacun doit à ce moment-là s'écouter et utiliser les entrants sensoriels qui lui plaisent le plus. Mais pour le moment, voilà, c'est une démarche plutôt empirique d'utiliser le VACOG de manière simplement à s'écouter. On sait que tout n'est pas toujours encore confirmé par la science et que les recherches évoluent. Donc le troisième pilier, c'est le retour sur erreur. Donc quand un enfant va faire une erreur, c'est une opportunité d'apprentissage. Donc il ne faut surtout pas partir du principe qu'il faudrait punir une erreur. Au contraire, l'erreur est un formidable feedback, un retour d'expérience positif et hyper intéressant. Donc, si on punit une erreur, par exemple avec une mauvaise note, un jugement sur ce qu'il a fait, sur son travail, eh bien forcément, ça va le démotiver, ça va casser sa curiosité parce que du coup, l'expérimentation va être vue comme quelque chose de dangereux pour l'estime de soi. Donc, naturellement, le cerveau va perdre le goût d'expérimenter des choses ou de devenir curieux. Et donc, alors qu'un enfant est naturellement curieux,
si jamais on utilise ce genre de stratégie, on peut perdre la curiosité naturelle de l'enfant et son envie d'apprendre, et on se retrouve avec un enfant qui est complètement démotivé et qui n'a plus envie d'apprendre parce que il sent qu'il est en danger au niveau de l'estime de lui-même. S'il recommence à expérimenter des choses et qu'il est de nouveau puni, il va voir ça comme quelque chose de plus grave que de continuer à apprendre. Donc c'est vraiment, il faut faire attention au jugement de valeur qu'on peut donner quand il y a un résultat qui diffère de ce qu'on attendait de l'enfant. L'erreur est un décalage, normalement, il faut comprendre que l'erreur est un décalage entre le modèle interne qu'on s'est fait et le résultat réel. Donc, c'est juste une confrontation qui va nous permettre d'avancer. Elle permet donc de mesurer le décalage et d'apporter la correction adéquate. Donc, par exemple, c'est comme le 1 et le 7. Si l'enfant il dit « Ah, c'est 1 » alors que c'était le 7, si l'adulte lui fait un retour positif et constructif en disant « Regarde bien, tu as vu comment sont les barres, ça c'est le 7 ». Du coup, le cerveau va aller plus vite aussi dans l'apprentissage de différencier le 1 du 7 car il a eu un retour sur erreur constructif, sans jugement et qui donne les explications. Donc à ce moment-là, c'est très enrichissant pour l'enfant. D'ailleurs, la surprise, comme on disait tout à l'heure, entre ce à quoi je m'attendais et le résultat, ça va être aussi motivant pour l'enfant parce que s'il voit que l'erreur est acceptée comme outil d'apprentissage, l'enfant va avoir du plaisir à tester, même s'il se trompe, il va aimer ça. Ensuite, donc le retour sur erreur par le superviseur doit être sans jugement, c'est ce que je viens de vous dire, et il doit être détaillé pour que l'enfant comprenne en fait la correction. Les adolescents sont très sensibles, attention justement, au retour sur erreur et vont percevoir assez rapidement des jugements de valeur qu'on pourrait avoir et ils sont très sensibles puisqu'ils sont en train de se construire une identité. Et donc, si on touche à leur estime d'eux-mêmes à ce moment-là, ça peut être vraiment difficile pour eux et ils peuvent vraiment se désengager des apprentissages parce que pour eux, c'est trop difficile. Ils vont vraiment le vivre avec un sentiment de honte. Et on sait aujourd'hui que la honte est vraiment très destructrice. C'est vraiment une émotion terrible parce qu'on a envie de disparaître. Avoir honte de soi, c'est vraiment terrible, cette envie de disparaître dans un trou de souris, de plus avoir envie d'exister tellement on a honte. Voilà. Donc il faut faire attention, surtout quand on corrige un adolescent devant des camarades. Alors là, c'est encore pire que tout puisqu'il est en plus en train de se construire une place sociale auprès de ses pairs. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant, surtout à la période de l'adolescence, de ne pas avoir des feedbacks jugeants, voire humiliants sans qu'on s'en rende compte. Là, c'est vraiment dramatique. La sanction ne fonctionne pas dans l'apprentissage parce qu'elle ne donne pas de feedback clair. C'est-à-dire qu'une sanction qui tombe et puis sans explication de l'erreur, ça n'apporte aucune correction pour la suite, à part la crainte, le stress. Donc, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas punir un réseau de neurones qui avait fait un mauvais calcul et qui s'est trompé. Donc, on va plutôt étayer, expliquer la correction à effectuer, vérifier que l'enfant, l'adolescent, ça lui parle, ça lui dit quelque chose, lui proposer de réexpérimenter avec les nouvelles notions qu'on a précisées et l'inviter donc à réessayer. Les notes aussi. Alors les notes, on a remarqué que dans l'apprentissage, c'est pas forcément très intéressant parce qu'une note basse va démotiver parce qu'elle va directement impacter l'estime de soi. Surtout si on connaît les notes des autres et qu'on est en dessous des autres. Alors là, on va se dire: «Bah, les autres ont réussi, moi je suis nulle». Et la note haute, elle a aussi un désavantage, c'est qu'elle gonfle artificiellement l'ego. C'est moi, je suis le meilleur, et cetera. Et en plus, l'enfant va ressentir une obligation de rester bon. Et donc, il va avoir l'angoisse de voir ses notes baisser et de voir le désespoir peut-être dans le regard de ses parents et voir la mésestime. Donc, en fait, ça va lui créer un stress de maintenir un haut niveau d'exigence. Donc, en fait, dans les deux cas, ça va être très délétère. Il vaut mieux que l'enfant sache, bah, là, c'est bon, tu as bien compris la notion, là, on va la repréciser, mais qu'on ne soit pas à noter surtout les uns par rapport aux autres.
Le quatrième pilier, c'est la consolidation. Il est démontré en fait qu'un apprentissage espacé dans le temps va être évidemment mieux mémorisé à long terme. Quand vous vivez plusieurs fois une même expérience de vie, eh bien, ça va être mémorisé plus facilement que si vous le vivez qu'une fois. À un moment donné, le cerveau, il faut bien qu'il évacue, qu'il fasse de la place. Donc, les fonctions d'oubli sont nécessaires dans le cerveau également. Donc, il faut consolider l'apprentissage, il faut le revivre, le réexpérimenter plusieurs fois et étaler dans le temps. Il faut revenir des fois des notions qu'on a vues il y a 1 mois, il y a 2 mois et reproposer à l'enfant de réexpérimenter ces notions-là pour vraiment les acquérir à long terme. Un apprentissage en une seule fois est souvent rapidement oublié parce que le cerveau il se dit: «Bah, comme je ne suis pas confronté de nouveau à la même chose, c'est que ça ne doit pas être, utile dans la vie» et donc il évacue. Voilà, on passe de l'effort conscient à l'automatisme grâce à la répétition et ça libère de nouveau la place aux nouveaux apprentissages. Le sommeil est très important, ça je l'ai dit tout à l'heure déjà, car il va permettre aussi de mémoriser et de conceptualiser ce qu'on apprend.